Nous sommes en direct de Bruxelles, dans le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, pour une manifestation organisée avec l'Obs, les Journées de Bruxelles, une série de débats. Il y en a un notamment ce soir à 19h, ce que les brosses à dents nous révèlent des inégalités. C'est une conférence d'Anna Rosling-Ronlund, cofondatrice de la fondation Gapminder de Suède. Et moi, j'aimerais beaucoup savoir ce que les brosses à dents nous révèlent des inégalités. Vous le savez, Quentin Dickinson? Ah non, pas du tout. C'est pour ça que je serai à cette conférence ce soir. Voilà, car je suis en compagnie de Quentin Dickinson, le monsieur Europe de France Culture. Et pour continuer à parler belge, parce que c'est compliqué pour les Français de parler belge, enfin en tout cas wallon, les Français ne comprennent pas la querelle linguistique entre flamand et wallon. Alors la voici expliquée par un ministre plutôt confiant. Monsieur le ministre, bonjour, Julie Montagne pour France Télévisions. Pouvez-vous expliquer aux Français en fait pourquoi la Belgique a décidé de ne pas organiser de référendum comme la France l'a fait pour la Constitution européenne? Oh, eh bien, je pense tout simplement parce qu'elle n'en a pas besoin. Vous savez, la Belgique, elle a peut-être 3 langues nationales, mais elle sait aussi parler d'une seule voix. C'est pas comme en France où vous avez tous la même langue, mais vous n'arrivez pas à vous comprendre parce que vous n'êtes jamais d'accord avec rien. Vous savez, je crois que la Belgique, c'est l'exemple vivant que des communautés de cultures et de langues très différentes peuvent très bien vivre ensemble en toute harmonie, tout simplement en partageant les mêmes idéaux et les mêmes valeurs. Enfin bon, un ministre confiant, faut pas trop le chercher quand même. Monsieur le ministre, Joël Lejeune pour RTL TVI. Oui. On sait que vous avez été un des ministres combattants flamands les plus offensifs dans le dossier Bruxelles à Lillevort, le BHV. Oui. Vous êtes déçu par sa mise au frigo jusqu'en 2007 ? Bon, d'abord, toi, il faut savoir que ici, tu es à Bruxelles et que je suis pas obligé de répondre en français à une question que tu n'es même pas capable de me poser en néerlandais parce que peut-être que tu parles même pas ma langue, mais je vais le faire quand même pour être sûr que tu vas comprendre. Bon, d'abord, le dossier BHV, il est peut-être au frigo, il sera encore même au congélateur, que quand moi je vais le sortir, je vais te le mettre au micro-ondes thermostat 12 et ça va tout péter ici. Ça va bien? Ça va tout péter. Quand je dis tout péter, c'est pas Bruxelles, Alvivert, c'est la Belgique et tout le bazar avec. C'était pas une vraie interview, c'était un vrai canular de François Pirette, lequel s'est fait passer donc pour un ministre belge. Et on va quitter les querelles entre wallons et flamands pour parler des querelles entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne, autrement dit pour parler du Brexit. Et je suis en compagnie donc de mon camarade Quentin Dickinson pour dialoguer avec Sir Graham Watson. Bonjour. Sir Graham, vous êtes membre du très europhile Parti libéral-démocrate anglais, vous êtes ancien député européen britannique, vous l'avez été pendant 20 ans et vous avez également été le président du groupe libéral au Parlement européen. Pensez-vous aujourd'hui que les Britanniques regrettent leur vote ? Je pense que si on avait refait le vote il y a 2-3 jours après, il y aurait eu un résultat différent. Peut-être même aujourd'hui. Je ne peux pas dire que le pays regrette parce que le pays n'a pas encore beaucoup souffert. Enfin, la chute du livre sterling a même créé une espèce de boom des exportations et les gens se disent, ou quelqu'un se disent, oui, mais ça va pas si mal que ça. Le problème, c'est que les vrais problèmes économiques vont se révéler dans quelques mois seulement. On a pu lire notamment dans The Economist, Sir Graham Watson, donc pas chez nous, pas les Français, on a pu lire que cette campagne avait été remportée par le camp du Brexit du fait d'une notion post-truth politics, autrement dit de la politique au-delà de la vérité, plus proche du mensonge. Pensez-vous que le qualificatif soit adapté à la campagne qui a eu lieu pour le Brexit? Oui, je pense que c'est adapté, mais il est sûr qu'il y a une petite groupe de personnes qui ont pris contrôle d'abord. Ils ont créé un parti UKIP, parti pour l'indépendance du Royaume-Uni, et ils se sont organisés aussi au sein du Parti conservateur. Et à la fin, ils ont eu un succès incroyable. Et dans une démocratie, les élus ne veulent pas dire aux électeurs « vous avez tort ». Ils savent ou ils pensent que les électeurs ont tort, mais ne le disent pas. Et donc le pays ne sait pas comment sortir de cette situation qui semble très difficile. Quentin Dickinson. Alors ce Brexit a des répercussions effectivement pour l'ensemble pour les structures du Royaume-Uni. Il y a le cas écossais, il y a le cas d'Irlande du Nord et puis il y a le cas que vous connaissez bien également qui est celui de Gibraltar. Alors est-ce que les erreurs d'appréciation de M. Cameron ne vont pas entraîner effectivement une dislocation du Royaume-Uni ? Je pense qu'en effet, si Theresa May, qui veut sortir de l'Union européenne, si elle réussit, ça mènera
à une désintégration du Royaume-Uni. Je suis sûr que en Écosse, où ils ont déjà annoncé la possibilité d'un second référendum, s'ils le font, il y aura une majorité pour quitter le Royaume-Uni afin de rester au sein de l'Europe. En Irlande du Nord, il y a des problèmes particuliers avec la frontière et tout ce que nous avons investi dans un processus de paix. Et au Gibraltar, où ils ont voté 96% pour rester au sein de l'Union, ils savent que s'ils sortent, ils ne peuvent pas entrer jamais dans le futur sans céder la souveraineté à l'Espagne, ce qu'ils ne veulent pas faire. Donc nous avons toute une série de problèmes et peut-être la solution, c'est que l'Angleterre et le Pays de Galles, qui ont voté clairement pour quitter, c'est qu'ils quittent, mais que les autres restent. Il faut avoir un peu de fantaisie, un peu d'imagination de la part de l'Union européenne dans ce cas-là. Que va-t-il se passer maintenant en matière de Brexit? On aimerait comprendre parce que lorsqu'on écoute Boris Johnson, par exemple, on comprend pas. J'espère avoir été clair sur le fait que même si le Royaume-Uni a voté pour quitter l'Union européenne, nous ne quittons pas l'Europe pour autant. Et nous allons vouloir être la plus proche possible de nos alliés. Et tout particulièrement de la France au cours des prochaines années. Je souhaite saisir à nouveau cette occasion de remercier Jean-Marc pour votre accueil. Nous avons d'ores et déjà commencé à développer une relation de coopération étroite et j'espère qu'elle continuera encore longtemps, alors même que nous faisons face à de nombreux défis ensemble, en tant qu'amis et alliés. La voix de Boris Johnson, Sir Graham. Quand un politicien commence par « si j'ai été clair, c'est que vous m'avez mal compris », c'est que ça commence mal. Qu'est-ce qu'il cherche, Boris Johnson? Pour quelqu'un qui a été éduqué au lycée européen ici à Bruxelles, c'est incroyable la politique qu'il poursuit. Lui-même, il ne le voulait pas, il ne le croyait pas, il pensait que le pays allait voter contre. Et il s'amusait. Malheureusement, quand les gens dans les positions d'influence d'un certain background s'amusent comme ça, ce sont les autres qui souffrent. Alors maintenant, le débat, c'est hard Brexit ou soft Brexit. Est-ce qu'on va avoir un véritable divorce ou une forme de cohabitation un peu bizarre avec l'Union européenne? Votre pronostic, Sir Graham? On peut dire, est-ce un continental Brexit ou un full English Brexit? À mon avis, ce sera un dog's Brexit. Non. Qu'est-ce qui va se passer? Un dog's Brexit, expliquez-nous. Un dog's breakfast, comme on dit, c'est quelque chose qui est horrible, qui est toute une mélange, qui est de choses qui ne doivent pas. On dirait. Exactement. Non, qu'est-ce qui va se passer? J'espère que nos amis continentaux vont avoir la patience et l'imagination de trouver un moyen d'inclure la Grande-Bretagne dans leur marché, sans céder sur les principes de liberté de circulation, et laisser la Grande-Bretagne un peu de temps pour remettre en ordre sa politique. Quentin Dickinson. Il y a des gens ici à Bruxelles, dans la bulle européenne comme on dit, qui disent au fond le départ des Britanniques, ça nous oblige à réfléchir à l'avenir de l'Union, et c'est un autre sujet, un autre thème de réflexion. Est-ce que c'est votre avis aussi qu'il y a peut-être quelque chose à glaner de ce départ des Britanniques, une possibilité pour aller peut-être plus de l'avant vers une Europe un peu plus fédérale, pour lâcher le mot maudit? On peut toujours améliorer des systèmes de gouvernement, mais ce que les Britanniques veulent, c'est que l'Europe soit une Europe britannique. On ne peut pas avoir une Europe britannique, on ne peut pas avoir une Europe française ou une Europe allemande. On ne peut qu'avoir une Europe européenne. Et il faut que nous acceptons que nous avons tous des demandes différentes, nous avons tous des besoins différents. Il faut toujours chercher le compromis. Ce n'est pas facile, ça prend du temps, ça ne satisfait pas à tout le monde. Mais à la fin, c'est beaucoup mieux de ce que nous avons connu dans le passé. Et puis depuis ce palais des Beaux-Arts de Bruxelles où nous sommes pour évoquer l'Europe et son destin, nous sommes en ligne avec Ernst Tetter qui n'a pas pu venir jusqu'à nous. Bonjour Ernst Tetter. Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général de la Fondation européenne d'études progressives, un think tank européen et social-démocrate, et on a l'impression finalement que le Brexit il serait général si des peuples européens aujourd'hui se prononçaient sur leur volonté de rester ou non en Europe. Cela signifie-t-il, selon vous, que l'Europe est faillie, que finalement cette belle utopie soit devenue un machin technocratique et finalement là pour faire avaler au peuple des couleuvres géantes? Bon, si vous dites ça, je me réfère un peu au début de notre discussion avec Graham Watson qui dit est-ce que les Britanniques vont regretter je crois aussi, il faut dire que les Européens doivent regretter quelque chose qui n'allait pas très bien lors de la campagne qui s'est passée cette année. Parce que dès le début, il n'y avait pas une implication de l'Europe continentale dans le débat en Grande-Bretagne et on a raté une occasion aussi de soutenir ceux en Grande-Bretagne qui veulent rester au sein de l'Union européenne. Parce qu'il faut dire que, bien sûr, le Brexit, c'est une catastrophe pour l'Europe, parce que c'est une catastrophe de la manière que la première fois l'Europe est mise en cause par un des grands pays européens qui est bien sûr la Grande-Bretagne. Ce que nous avons besoin maintenant, c'est une sorte de nouvelle leadership au sein de l'Union européenne et malheureusement, je dois dire, je ne vois pas pour le moment qui peut assurer ce leadership parce que nous connaissons l'année prochaine des élections en France, bien sûr. Nous connaissons aussi nous aurons aussi des élections en Allemagne. Donc l'ancienne couple franco-allemand, est-ce que ça peut marcher aussi pour prendre le leadership de cette nouvelle Europe? Je crois cette crise que nous traversons au sein de l'Europe, il y a une chose qui s'est passée, c'est le Brexit, mais nous devrons faire attention que tous les prochains ne soient pas mis en cause aussi par des autres développements qui vont se faire. On pose la question à Sir Graham Watson, qui est en notre compagnie. Sir Graham, pensez-vous qu'il y ait effectivement une faillite à cet égard de l'Europe, puisque finalement, on n'a pas l'impression que les peuples européens aient complètement désapprouvé la décision du peuple britannique. Ils ont pu, sur certains points, la comprendre. Oui, je pense que la décision a été reçue dans différents pays, dans différentes façon, parce que nous avons tous nos idées de nos alliés traditionnels, de nos ennemis traditionnels, etc. Mais je pense que M. Stetter a raison dans le sens que nous manquons une certaine imagination de leadership au niveau européen, comme on le manque aussi en Grande-Bretagne. Nous avons connu un processus de 60 ans d'intégration. Maintenant, nous connaissons depuis 6 ans au moins un processus de désintégration. J'espère que nous pouvons freiner cette désintégration, mais il faut un leadership. Justement, qu'est-ce qui va se passer pour les hommes, les Français qui travaillent en Grande-Bretagne, pour les Anglais qui travaillent en France? Qu'est-ce qui va se passer pour eux, Sir Graham? J'espère que nous allons trouver une solution intelligente pour que les gens puissent continuer. Vous l'espérez, mais vous pensez que c'est cela en réalité vers lequel Theresa May va aller, puisqu'elle a expliqué qu'elle allait mettre en œuvre l'article 50 en mars prochain. Est-ce que c'est ça qu'elle veut? Pour ceux qui travaillent déjà en Grande-Bretagne, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Ce qu'elle veut faire, c'est freiner l'immigration future. Et ce n'est pas possible. Si on veut être membre d'une unité économique, il doit y avoir la liberté de circulation des personnes comme la liberté de circulation des biens et des capitaux. Quentin Dickinson. Alors, Madame Theresa May sera ici même à Bruxelles cet après-midi et demain pour le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne. Ça va être un très mauvais moment pour elle, ce premier sommet. Oui, je pense que ça va être un moment difficile, mais elle est expérimentée. Quand elle était secrétaire d'État pour l'intérieur, elle venait toujours au Conseil européen, elle était toujours bien préparée et elle n'était pas très européiste, si vous voulez. Elle n'aimait pas beaucoup l'Europe. Elle a fait à mon avis, une stupidité elle a foutu dehors de la Grande-Bretagne le collège de la police européenne. Pourquoi? On se demande. La Grande-Bretagne s'intéresse à la loi, à la police. Elle l'a fait. Elle est un anti-européen de sa personne.
Et j'ai peur que son gouvernement aura la même approche. Et sur le plan économique, puisque là on voit que la City redoute qu'une partie de ses emplois soit délocalisée à Francfort, à Paris, selon vous là aussi, qu'est-ce qui est plausible en matière de scénario, Sir Graham? J'espère que à la fin le Royaume-Uni reconnaîtra que pour une économie saine, elle a besoin de rester au sein du marché unique. Et donc, la politique s'adaptera à ces conditions-là. La politique, mais les peuples. Le peuple anglais. Je ne suis pas sûr. Non, le peuple anglais, ça n'a jamais été un problème pour le peuple. C'était un problème pour le Parti conservateur. Et M. Cameron a visité sur le pays un problème intérieur du Parti conservateur. Et c'est pour cette raison que nous nous trouvons dans cette situation très difficile. Toute l'Europe en péril, c'est ça le problème. Oui. Effectivement, mais est-ce qu'on n'a pas l'impression que nos structures sont assez faibles dans la mesure où toute l'Europe a été prise en otage par un parti, le Parti conservateur, dans un État membre, le Royaume-Uni? Une réponse courte, Sir Graham. En effet, nous avons des structures trop faibles et nous avons un manque de solidarité même entre des partis politiques de nos différents pays. Merci beaucoup, Sir Graham Watson.